dans le cadre des enseignements. C'est un exercice extrêmement important au plan pédagogique. Il s'agit de répondre à une commande qui est faite par une autorité, quelle qu'elle soit, en général publique, mais pas forcément que publique, souvent ministérielle, mais pas forcément que ministérielle. Nous avons eu des commandes de la métropole de Lyon et d'autres commandes. Et puis aujourd'hui, vous allez voir que les travaux reposent sur des commandes assez diversifiées. Donc la commande est passée, les étudiants travaillent, il s'agit de faire des enquêtes auprès d'acteurs de terrain et de rendre une analyse avec des recommandations sur un sujet précis et dans un temps imparti, assez court, sur quand même un travail qui, pour eux, est tout à fait original, très formateur, mais également difficile. Et je les remercie d'avoir été jusqu'au bout de ces travaux qui sont toujours un peu douloureux, comme chaque année. Je dirais qu'une troisième étape dans la vie de la société, et c'est l'introduction à ce que nous essayons de monter aujourd'hui, c'est une association plus étroite avec le NSV. D'accord. Donc du coup, on est bien dans l'idée qu'il existe des nouvelles maladies, des nouveaux enjeux de santé en lien donc avec l'environnement et plus particulièrement la faune et la flore sauvage, qui est un objet non maîtrisable, un objet particulier. Donc on a donc affaire à des maladies hors cadre qui sont déconfinées à la croisée des disciplines, donc à la croisée de l'environnement, de la santé et de l'agriculture. Ce sont aussi des maladies dans lesquelles réside une certaine incertitude et qui se heurtent aux limites de la science dans la capacité à évaluer les menaces venant de la faune et de la flore. On a aussi des sujets qui peuvent devenir des enjeux de débat public, et c'est dans cette mesure qu'on peut parler d'une certaine remise en cause des outils classiques de gestion du risque, et dans cette mesure que l'on peut parler de gouvernance avec la reconnaissance de nouveaux acteurs dans le champ de la santé. Donc ces idées rentrent en résonance avec le cadre de notre étude, qui est le PNSE 3 et la thématique de santé et biodiversité. On a une idée de volonté de dépasser cette logique de triple tutelle, c'est-à-dire de la tutelle environnementale, de la santé et de l'agriculture. C'est une volonté d'organiser un dialogue entre les trois thématiques pour résoudre des problématiques de santé environnementale. On est donc dans la pluridisciplinarité et c'est dans cette mesure que l'apport des sciences sociales est important dans notre étude, parce qu'elle nous a permis de comprendre les logiques à l'œuvre face à ces nouveaux enjeux de santé. Et donc notre entrée se fait par la sociologie des organisations pour comprendre les logiques des trois champs. Pour ce qui est de l'influenza aviaire et de la brucellose, ce sont des maladies déjà connues qui sont davantage dans la réactivation des agendas, sous pression, on va le voir, politique, médiatique ou par le contexte international. Notre hypothèse est qu'il existe déjà une culture politique de ces problèmes et ainsi qu'il y a moins de complexité au niveau de la mise à l'agenda. En revanche, pour ce qui est de l'ambroisie et de la maladie de Lyme, on est davantage dans une plus grande complexité de la mise à l'agenda. Et l'ambroisie et Lyme, ces crises sont révélatrices des nouveautés dans le champ de la santé. Donc, on va le voir, les associations vont avoir un rôle en tant que lanceurs d'alerte dans la saisie des problèmes et dans la transformation des problèmes sociaux dans des problèmes publics. Ce que je voulais préciser, c'est que pour ces 4 crises, nous avons effectué un travail sociologique avec plus de 25 entretiens sociologiques dans lequel nous avons rencontré les acteurs majeurs des crises. Et en fait, quand on étudie sociologiquement une crise, on essaye de représenter les acteurs sous forme de cartographie. Ici, vous avez une cartographie de points de passage obligés qu'utilisent certains sociologues dans la sociologie des controverses ou la sociologie des organisations. Et ce point de passage obligé permet en fait aux acteurs qui sont ici révélés
lorsqu'ils sont confrontés à ce point de passage obligé qui est la question que nous avons choisi, peut-on vivre avec des oiseaux sauvages porteurs d'influenza aviaire, vont, suite à cette confrontation avec la problématique, révéler leurs enjeux, leurs intérêts. C'est ainsi que, par exemple, on va voir que pour la Direction générale de la santé, bien évidemment, confrontés à cette problématique, leur intérêt va être d'assurer la santé publique. Les éleveurs, eux, confrontés à la même problématique, vont avoir comme intérêt de pouvoir continuer à vendre leurs produits, que ce soit sur le marché intérieur ou sur le marché extérieur. Sur cette cartographie, on a placé en rouge 2 acteurs un peu particuliers. Les instances internationales, même si ici on se situe en France, on va voir qu'elles ont eu un rôle très important dans le déroulé de la crise, et aussi les médias qui vont en quelque sorte servir de porte-parole aux experts internationaux. Alors je rappelle ici le contexte. En fait, en 2005, donc une année avant, il y a une révision du RSI, le Règlement sanitaire international. Et finalement, la crise d'influenza aviaire en 2006 est une occasion pour ces experts de tester leur nouvelle marge de manœuvre. En fait, ces experts proposent une gouvernance des risques sanitaires qui repose sur une internationalisation, une désectorialisation, mais aussi une transparence dans la communication. Et dans la communication des risques, les experts vont émettre des incertitudes qui vont être reprises et amplifiées par les médias, qui vont très rapidement construire la menace, avec notamment des changements sémantiques assez importants. Ce qui était au départ une épizootie d'influenza aviaire devient rapidement une grippe, avec toute l'humanisation qu'il peut y avoir derrière ce vocable. Et on pourrait presque dire que finalement ce sont les mots dans cette crise qui ont franchi la barrière des espèces. Alors ce qui va poser et ce qui va faire crise finalement, ça va être la gestion des médias par les autorités publiques. C'est elle qui va poser problème, d'autant que ce que notera la rapporteuse du Sénat, c'est que l'évaluation des risques ne prendra pas en compte la dimension socio-économique. Et donc, de ce fait, si on additionne la problématique de la gestion médiatique par les autorités publiques et une prise en compte imparfaite de la dimension socio-économique, eh bien, on a ici les ressorts de la crise. Alors, pour le Bargy, on choisit en fait d'utiliser une cartographie qui va plus montrer les interactions entre les acteurs. Le préfet Leclerc, dans notre entretien, nous décrit cette crise comme une confrontation entre 2 mondes. Le monde agricole et le monde que l'on voit ici en bas, et le monde environnementaliste. Le monde agricole, en sociologie, lorsqu'on l'évoque, on est amené à parler de néocorporatisme. Ce néocorporatisme est lié à la présence en fait d'un syndicat, la FNSEA, qui a le monopole de la représentation d'un secteur économique, ici le secteur agricole, et cela se traduit en fait par des rapports extrêmement étroits avec le pouvoir, à telle enseigne qu'en France, quand on parle de politique agricole, on parle en fait de cogestion entre la FNSEA et l'État de la politique agricole. C'est comme ça que l'on peut comprendre les proximités de terrain entre le monde agricole et les services vétérinaires et le ministère de l'Agriculture. C'est aussi comme ça qu'on pourra comprendre que la FNSEA va être capable de mobiliser jusqu'au sommet de l'État, l'Élysée et Matignon, dans le cadre de cette crise. On va avoir aussi, aux côtés du monde agricole, les élus qui auront des échéances électorales qui vont les amener aussi à devenir les porte-parole du monde agricole. De l'autre côté, on a les environnementalistes qui ne vont pas avoir les mêmes outils d'influence. En fait, les bouquetins que nous voyons ici vont leur offrir un outil lié à leur statut d'espèce protégée. À partir du moment où on a une espèce protégée, pour pouvoir la capturer, ou même, et a fortiori pour l'abattre, on est obligé de demander un avis au CNPN, au Comité national de la protection de la nature, comité dans lequel, qui est présidé en fait par le ministère de l'Environnement, et dans lequel les associations comme la FRAPNA siègent. Ça amène une proximité en fait entre le ministère de l'Environnement et la FRAPNA,
une forme d'alliance objective qui, lorsqu'ils utiliseront la procédure liée à la consultation du CNPN, leur permettra à de nombreuses reprises de stopper l'action publique. D'autre part, les environnementalistes vont utiliser les réseaux sociaux, les pétitions, avec donc une mobilisation des citoyens, et également vont avoir tardivement dans la crise recours aux people, dans les médias, pour à leur tour agir au niveau du sommet de l'État, avec des gens comme Nicolas Hulot ou Brigitte Bardot. Donc, la faune et la flore sauvage, on peut s'y intéresser sur la représentation qu'elle évoque et qui va influencer finalement la gestion de ces crises sanitaires. Donc, dans un premier temps, il y a la faune et la flore sauvage ont une forte symbolique dans nos sociétés, mais aussi elles peuvent avoir un rôle d'acteur ou d'actant. Donc en ce qui concerne la symbolique de la faune et la flore sauvage, on peut voir qu'il y a deux dichotomies. Dans un premier temps, au niveau, on va dire, des animaux et des végétaux, on a le sauvage qui s'oppose au domestique, avec les animaux domestiques qui vont être sélectionnés par l'homme, qui vont être la propriété de celui-ci et qui vont être sous sa protection. À cela s'oppose le sauvage où on a une perception d'immaîtrisable qui oppose nature à culture. Mais cette faune sauvage finalement est de plus en plus anthropisée par le fait qu'on la régule, qu'on agit dessus de différentes manières, qu'on va la réintroduire, par exemple dans certains espaces. La deuxième dichotomie est dans l'animal désiré ou non désiré, dans le sens où certains vont être considérés comme nuisibles, ou par exemple les pigeons, ou finalement être des animaux avec une image assez positive, comme le cas par exemple du cygne. Donc on voit qu'il y a différentes représentations de ces végétaux et animaux qui sont aussi liés finalement à de représentations faites dans la société, par exemple les contes pour enfants qui jouent aussi un rôle dans cette perception d'animal désiré ou non désiré. Mais la deuxième opposition, ça va être lié aussi à la territorialité distincte de ces animaux et végétaux qui s'opposent donc entre la campagne et l'urbain. Dans le milieu urbain, on va avoir conscience finalement de ces animaux et de cette flore sauvage liée à la proximité et finalement aussi au rôle des agriculteurs, des chasseurs dans ces milieux, qui s'opposent au milieu urbain où là, la faune et la flore sauvage sont présentes, mais on va moins avoir cette perception de proximité entre urbain et milieu sauvage. La faune et la flore sauvage, dans la gestion des crises, peut être considérée comme un acteur à part entière, lié finalement à la mise en place de porte-parole de cette faune et de cette flore sauvage. Donc généralement, ces acteurs faune et flore sauvage vont être représentés par les associations défense de la nature. Par exemple, dans le cas du Bargy, on peut citer la LPO, la FRAPNA, et d'autres associations qui vont jouer le rôle de porte-parole et vont défendre finalement les intérêts de cette faune et flore sauvage. Donc si on reprend l'exemple du bouquetin du Bargy, on voit que ce bouquetin constitue, comme l'a souligné Hervé tout à l'heure, un point de passage obligé, puisque c'est eux finalement qui sont infectés par la brucellose et on va vouloir agir sur ces bouquetins. Mais il va y avoir une mobilisation assez forte des associations pour justement les protéger de l'action d'autres groupes d'intérêt. Donc on voit qu'il y a la création d'un acteur réseau formé justement par ces associations de protection de la nature. Alors en conclusion, on a eu 4 crises. Au départ, pour nous, c'était un véritable challenge d'essayer de travailler ces 4 crises conjointement. Le gros intérêt que ça a eu, c'est que ça nous a permis à la fois de balayer la mise à l'agenda ou la partie de gestion.
Le gros intérêt que ça a eu aussi, c'est de montrer sur 4 crises que dès qu'il s'agit de parler de faune et de flore sauvage, la gestion du risque sanitaire échappe aux organisations qui ont l'habitude de le gérer. À partir de là, devant ce constat, nous avons essayé de formuler des recommandations. Et comme je ne suis pas sociologue, mais que je reste vétérinaire, je retrouve mon vocabulaire de dépendance au sentier avec le diagnostic. Nous avons donc pu faire un diagnostic qui est une absence parfois de compromis durable entre les acteurs. Et dans ce cas-là, le remède, en fait, c'est une meilleure utilisation des REX, le recours éventuel à la médiation environnementale, le recours aussi à un cadre juridique pour relégitimer les prises de décision concernant la faune et la flore sauvage. En quelque sorte, la finalité de tout ça, c'est d'avoir un État et des services capables de mobiliser le jeu d'acteurs. Nous avons fait le diagnostic d'une gestion médiatique qui pouvait être perfectible. Il faut effectivement essayer de sortir de la logique des silos institutionnels face aux médias. Et en ce sens, la recommandation qu'on pourrait avoir, c'est d'essayer de renforcer tout ce qui est de l'ordre de la planification, parce qu'il est plus facile de communiquer en temps de paix. Enfin, on a noté un manque de désectorialisation entre les services de l'État. Et pour cela, on recommande de promouvoir des formations pluridisciplinaires. Lorsqu'on est en situation de crise, de mettre en place des cellules de crise interministérielles, en quelque sorte d'avoir une organisation pluridisciplinaire de l'État. Voilà, on en a terminé là. Il est le temps maintenant pour vous de poser des questions si vous en avez.